Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'audio, on va parler de la vidéo, audio contre vidéo. Alors duel. Bon, moi j'aime pas trop ce mot-là parce on n'est pas là pour se faire un duel ou un combat. On est là pour échanger. Je vais mettre mes lunettes, c'est pour ça que je comble un petit peu et je vais présenter un petit peu mes invités pour cette session de 30 minutes. Alors on va commencer par Ophélie Waller. Je me trompe, Wallard. J'étais sûr que j'allais me tromper. Bonjour Ophélie, bonjour. On accueille aussi Franck Chenot de Skyrock, qui est le directeur général délégué. Bonjour. Oui, Ophélie, j'ai pas dit, elle est directrice du numérique à ici, ex-France Bleu. Et moi, j'adore ici, j'adore le nom ici. Ouais, Il y a eu pas mal de débats sur les radios, sur les réseaux sociaux. Pas tant que ça. Pas tant que ça, mais vraiment, je trouve que ça correspond vraiment à ce que vous faites. Ici, on est ici. On est ici à Saint-Étienne, on est ici à Béziers et on fait du local. Donc voilà. Et puis Frédéric Go, qui est président à Gozulting. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, première question toute simple. La radio, c'est aussi de la vidéo. Est-ce que aujourd'hui la radio, ça doit être de la vidéo? Alors, je reposerai la question différemment. C'est oui, si vous voulez, bien sûr. Au nom de notre marque média, ici, comment on va aller toucher les publics là où ils sont aujourd'hui. Les usages sont en train d'évoluer, ça s'accélère. Et donc, notre rôle, c'est de continuer à transmettre nos messages, à informer, à divertir, mais là où les publics ont migré. Donc oui, aujourd'hui, on produit des formats vidéo auxquels on va allouer un double rôle. Le premier rôle, la première intention, elle est évidente, c'est transmettre un message, divertir, informer en première intention. C'est proposer la meilleure expérience possible. Ça doit être de toute façon notre obsession dès qu'on produit du contenu. C'est rencontrer un public. En deuxième intention, on va allouer ce rôle de dire qui on est. C'est une sorte de carte de visite pour des publics qui n'ont pas fait le premier pas vers la radio, ou voilà, c'est pas entrer dans leurs usages, c'est dire regardez qui on est, regardez ce qu'on sait faire, voilà quelle est notre identité. Donc on pense à la fois en première intention et on travaille le marketing pour créer des passerelles avec le reste de notre offre. Dans tous les cas, quand on produit la vidéo, c'est avant tout pour reparler de notre cœur de métier qui est l'audio au sens large. À la fois le linéaire, évidemment, mais aussi le podcast. Je rappelle que ici produit des matinales en local sur tout le réseau France 3 en direct. Là, c'est les 44 locales qui sont en direct à la télé, ou il en manque encore? Il en manque encore quelques-unes. Ouais. Mais on aura abouti fin 2025. Oui. Et donc, effectivement, c'est une première source de contenu vidéo, des extraits de radio filmés. Mais c'est finalement pas ce qu'on distribue le plus, parce que clairement, il y a une exigence, une écriture vidéo qui fait qu'on a plus investi sur des formats face cam, par exemple, sur fond vert, et surtout sur des formats de terrain. En fait, nous, notre grande valeur, évidemment, c'est les territoires, c'est aller là où les choses se passent. Donc, c'est aller rencontrer des gens, c'est aller tourner des reportages d'actualité. Donc, c'est beaucoup plus de vidéos prises à l'iPhone, notamment, de manière assez agile, qu'on propose aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Une question à tous les trois. Quelle est l'attente du public sur la vidéo à la radio? On sait que vous faites de la vidéo sur vos sites internet, évidemment sur les réseaux sociaux. Il y a du TikTok, il y a du Instagram, il y a du Facebook. Aujourd'hui, qu'est-ce qui intéresse? Qu'est-ce que veulent les gens en radio et justement en vidéo à la radio? Je crois que ça dépend du positionnement initial de la station. Le format, bien sûr. Voilà, en ce qui nous concerne, on a deux pieds, un pied musical dans la culture urbaine et un pied, je dirais, libre antenne avec les émissions de... Et donc c'est ce double positionnement qu'il faut qu'on réussisse à retranscrire en vidéo. On a une certaine expérience, en tout cas du code au départ, puisqu'on avait fait là aussi sur Internet quelque chose comme Skyblog. Ça a l'air d'avoir rien à voir avec Skyrock, mais au final, c'est un espace de libre expression et ça rentre vraiment dans le positionnement général de notre marque. Et le fait d'avoir lancé quelque chose qui était a priori assez loin de notre cœur de métier nous a plutôt réussi. Et depuis 2010-2012, clairement, il y a eu un pivot chez nous en termes de stratégie numérique, puisque
la place sur les réseaux sociaux étant un tout petit peu prise par des géants et des monstres, il a fallu passer du code au contenu en fait. Et donc désormais aussi, on s'est mis à produire à la fois en live pour rester fidèle à l'ADN de la station, puisque l'ADN de la station c'est quand même chez nous en tout cas le direct, et ça le reste, mais aussi de délinéariser la plus grosse partie de notre offre. La difficulté quand on est une musicale, c'est qu'on doit passer sous les fourches codines d'un système de distribution de musique qui n'est pas gratuit. Et c'est vrai qu'on s'est surtout développé du coup plutôt dans des secteurs où on avait plus de latitude, à l'exception notable de notre hit majeur, qui est Planet Rap. Nous, le pivot vers la vidéo, il est arrivé en 2013. En fait, on a lancé notre chaîne YouTube et on s'est rendu compte qu'il y avait une appétence absolument extraordinaire pour les images de ce studio. Donc c'est ça la clé initiale de la révélation qu'on a eue pour la vidéo. Donc on a d'abord commencé à s'équiper pour faire effectivement de la radio filmée et ensuite retraiter cette heure quotidienne de radio filmée sur l'ensemble des réseaux en fonction des critères et des caractéristiques de chaque réseau. Et puis petit à petit on a commencé à développer une offre dite native. D'abord en brodant autour de notre thème principal qui était le Planet Rap, en faisant des sortes de programmes 24 heures avec un artiste, un tel juge le rap, enfin plein de j'apprécie à moitié, un format d'interview, enfin on a créé plusieurs modules, plus ou moins adaptés aux différents réseaux. Et ensuite on a commencé à développer des formats vraiment autonomes. On a arrêté de faire des newsletters, par exemple, et on fait un programme qui s'appelle Le Récap, qui est quotidien, qui est distribué surtout sur Snapchat, mais aussi sur toutes les autres plateformes sociales, qui réunit plusieurs millions de spectateurs chaque semaine. Pour faire un bref panorama, aujourd'hui, en cumulé, bien sûr ça n'a pas grand sens, mais au cumulé on a plus de 30 millions d'abonnés sur l'ensemble des plateformes, et depuis que les réseaux sociaux ont pivoté aussi sur la vidéo, et dont c'est l'essentiel maintenant des contenus proposés, on génère à peu près 150 à 200 millions de vues par mois sur l'ensemble de nos plateformes chaque mois, et depuis l'origine on a fait plus de 3,5 milliards de vues sur notre chaîne YouTube. Enfin c'est des chiffres qui nous paraissent aujourd'hui phénoménaux et qui sont en constante progression. La difficulté, c'est qu'on n'est plus vraiment chez nous. Enfin, si on peut considérer qu'on est chez nous quand on est chez TDF, mais en tout état de cause, on doit répondre aux codes marketing et aux impératifs souvent très restrictifs de ces différentes plateformes. Et là aussi, pour continuer à faire passer un positionnement, une image, une marque des contenus, il faut savoir les adapter au mode de diffusion de chaque plateforme et au mode de consommation sur toute chaque plateforme. Et aujourd'hui, je pense qu'on a plutôt fait un carton plein de notre côté. La difficulté maintenant, c'est de transformer ça en revenus, puisque pour l'instant, le cœur de notre activité en termes de revenus reste encore sur la radio, bien que ça se diversifie à vitesse grand V. Et qu'aujourd'hui, étant, je dirais, quelque part des squatteurs chez des gros éditeurs, en fait, puisque aujourd'hui les plateformes sociales sont devenues plus des éditeurs qu'autre chose, c'est vrai qu'on est rémunéré, je dirais, de manière assez congrue par ces plateformes. C'est quelque chose qu'a connu d'abord la presse et que connaissent maintenant l'ensemble des médias. Donc il faut qu'on soit capable de générer des revenus autonomes et spécifiques à cette activité. Alors une question aussi à tous les trois qui suit la réponse de Franck. Moi je sais, je suis un des animateurs de Sky. Vous allez me rappeler son nom, qui fait des petites pastilles, des petites chroniques sur TikTok. Maxime, Emeric. Emeric, voilà, Emeric qui fait pas mal de pastilles, avec talent d'ailleurs, hein, Emeric, qui fait ça sur TikTok. Est-ce que justement ces programmes produits, ces programmes courts en vidéo, sont pas directement en concurrence avec le linéaire, avec vos stations? C'est une question que je vous pose la question se pose, elle est au cœur aussi de la réflexion qu'on a sur cette stratégie. Oui. Mais comme le disait ma voisine, il faut aller là où le public se trouve. Et c'est particulièrement le cas pour Skyrock, puisque pour le coup, les plus jeunes passent... Là, les derniers chiffres que j'avais eus sur les 12-17 passent la moitié de leur temps libre sur 2 applications, TikTok et Snapchat. Donc il y a un moment où si vous n'êtes pas présent sur ces plateformes, vous avez du mal à exister dans la tête des plus jeunes.
Oui, puis c'est des usages complémentaires. Je pense par exemple à ce qu'on fait chez nous, c'est-à-dire franchiser une chronique radio et voir comment on la duplique finalement en respectant les usages de chaque plateforme. On a par exemple une chronique qui s'appelle Les conseils du docteur Kierzek, donc qui est diffusée à heure fixe sur la radio. C'est le principe d'une grille des programmes. On va la décliner en vidéo, mais on ne va pas le faire de manière systématique sans réfléchir. C'est pas un pilotage automatique. On va choisir les sujets qui nous semblent le plus engageants et pour Instagram et pour Facebook. Et ça va faire aussi par ailleurs l'objet d'une newsletter. Donc on décline, mais en respectant à chaque fois les codes. Et sur la chronique vidéo, on va rajouter de l'habillage visuel. Il y a une rythmique, il y a presque quasiment plus de respiration, ce qui est un peu contre nature. Donc on va retravailler encore plus le resserrage, parce qu'on sait que les 3-4 premières secondes comptent plus que tout, et que les attentes des publics, c'est d'avoir quelque chose de survitaminé. Donc on va s'adapter à chaque plateforme, et je vous dirais que c'est donc complémentaire. C'est-à-dire que faire le choix d'aller écouter une radio locale, c'est complémentaire du fait d'aller naviguer sur Facebook et tomber par hasard sur une vidéo. Il y a par exemple une vidéo qu'on a faite avec le docteur qui avait plus de 5 millions de vues, qui était assez catchy dans le titre. C'était pourquoi on vieillit plus vite à 40 ans et 58 ans, je crois. C'est des âges charnières. Forcément, le sujet est intriguant, donc tu vas y aller et tu vas parfois la visionner plusieurs fois, tu retombes dessus, alors que dans l'usage radio, tu l'as entendu d'une oreille et puis après tu l'oublies aussi sec, quoi. Donc il y a quand même un impact de la vidéo qui est intéressant, mais toujours en lien avec les valeurs et les marqueurs de l'antenne. Ça n'a pas de sens d'aller produire de la vidéo qui marche, mais qui n'est pas du tout en lien avec ton ADN, parce que là, on fait de la vue pour la vue et ça n'a pas d'intérêt. On est là pour faire la conquête avant tout et fidéliser surtout. Bien sûr. Alors justement, on sait aujourd'hui qu'il y a toute une nouvelle génération qui n'écoute plus la radio. Mes neveux, par exemple, qui me disent « c'est la radio de papa, moi j'écoute pas, je vais sur les réseaux ou je vais sur YouTube regarder mes émissions, mes youtubeurs ». Justement, comment on peut attirer cette nouvelle génération, parfois des gens même plus vieux, de la trentaine, qui n'écoutent plus la radio. Comment vous arrivez à les attirer via peut-être justement ces plateformes vidéo et les contenus que vous proposez? Je vais prendre la parole parce que... Oui, bien sûr. Et en plus, vous n'avez pas parlé. Juste pour... déjà, vous parlez beaucoup de plateformes, Snapchat, Facebook et tout, mais vous parlez ni de Twitch ni de YouTube en récurrent. Ce sont les deux plus grosses plateformes aujourd'hui. Les plus grosses en termes de quoi? En termes de volume d'heures diffusées, en termes d'audience. Aujourd'hui, le truc, c'est que on va pas se battre sur si la médiamétrie est cohérent par rapport à ce que Twitch et YouTube nous envoient, c'est pas le sujet, mais moi j'entends je vois pas le mal de créer du contenu pour une marque et qui soit déconnecté du linéaire ou même de sa brand. Parce que pour moi, les jeunes ne sont plus sur Facebook, n'écoutent plus la radio. Moi j'ai 40 ans, je pense que la dernière fois que j'ai allumé une radio, il y avait Eddie Fool, il était très jeune. Donc, et aujourd'hui, il n'y a pas le problème de la radio, en tout cas dans les personnes, parce que moi je suis spécialisé sur Twitch et YouTube majoritairement, c'est justement la façon dont c'est programmé. Aujourd'hui, Twitch, c'est les radios libres des années 80. Tu vas chercher ton contenu et tu vis ta meilleure vie. Et tu choisis ta programmation. Alors la différence quand même, c'est que ce sont des radios libres qui sont victimes de règles de communauté qui limitent énormément la liberté d'expression. Pas forcément. Pas tant que ça. Je suis pas d'accord. Sur Twitch, il y a des mots qui coupent. Ok, il y a deux mots qui sont bloqués, c'est le N-word. Ouais. Et l'antisémitisme et l'appel à la violence et au viol. Oui, ce qui est tout à fait légitime. Qui est un peu normalement la base dans les... Bon, je sais qu'actuellement dans les médias en France, c'est pas forcément le cas, mais la vérité, c'est que c'est moins violent sur Twitch que sur BFM, par exemple. Je sais pas, là aussi on parlait de Twitch, en l'occurrence sur Twitch il y a quand même un vrai risque à déborder puisqu'on peut parce qu'il y a un chat, mais le truc c'est qu'aujourd'hui les gens ils veulent de l'interaction. Aujourd'hui à la radio il n'y a plus d'interaction. Je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui la radio t'écoutes un programme et tu subis le programme, tu peux pas interagir avec. C'est pas quelque chose sur les bénéfices des applications digitales, personne n'a aucun doute là-dessus. De toute façon les faits sont assez parlants en termes de pénétration. Alors, je ne dirais pas que c'est les deux plus grosses plateformes, mais ça fait partie des nouveaux usages qui correspondent effectivement à un usage qu'on a connu dans les années 80-90, qui était la radio libre. Clairement, on l'a vu, la difficulté, par exemple, le seul équivalent, par exemple, de la radio libre que j'ai entendu il n'y a pas très très longtemps, c'était une émission qui s'appelait Radio Sex, je crois, qui a fini par s'arrêter, soi-disant parce qu'ils en avaient marre, mais en réalité parce que clairement, ça leur posait un problème éditorial majeur à Twitch. C'est nous qui l'avons produit, Radio Sex, et ils l'ont arrêté parce qu'il y avait des problèmes en interne, pas parce qu'il y avait un problème Twitch. Twitch, tu as le droit de parler sexe tant que tu vas pas dans l'incitation. Aujourd'hui, Twitch, il y a des émissions autour de l'alcool tant que tu n'es pas sponsorisé par l'alcool, parce qu'il y a l'OE20.
Tu peux faire un GP Explorer qui est le plus gros événement aujourd'hui français autour d'un influenceur. On peut pas fumer de cigarette par exemple. Non. Tu peux vaper, mais tu peux pas montrer une cigarette sur. On peut pas fumer de cigarette à la télé non plus. Voilà. C'est les mêmes codes que sur la télé, c'est juste que c'est plus libre parce que le vrai truc, c'est comme c'est une société américaine et que c'est une plateforme privée, t'as d'autres contraintes d'un pays qui n'est pas le tien. Mais aux USA, à part si tu attaques Jésus ou tu dis le N-word, logiquement, tu es plutôt safe. Oui. Donc aujourd'hui, ce qui se passe sur Twitch, aujourd'hui, justement, quelque chose comme par exemple Planet Rap, que ça soit diffusé en temps réel sur Twitch, le seul sujet qu'il y aura, ça sera la VOD avec les strikes des majors. Les quoi, oui, clairement. Donc aujourd'hui, c'est pour ça, c'est étonnant. Non, il y en a d'autres parce que clairement, il arrive qu'ils fument. Enfin, c'est une émission qui est vraiment très très libre. Oui, mais ça, après, c'est des discussions que tu peux avoir avec Twitch. Tu n'es pas obligé d'être en homepage. Non, mais en revanche, là pour le coup, on l'a déjà fait, on l'a déjà essayé. Et les replays étaient caviardés dans tous les sens. Donc, bon, oui, effectivement, ce que je voulais juste dire, c'est que ce ne sont pas des plateformes neutres. C'est pas des DF. Il n'y a plus de plateforme neutre aujourd'hui. Tout est soit acheté par des milliardaires, soit c'est entre guillemets la seule plateforme neutre, ça va être les plateformes qui sont détenues par le gouvernement, quoi. J'aurais un exemple à vous donner justement sur ce sujet et j'aimerais que vous me répondiez là-dessus. Je prends l'exemple de Domingo qu'on connaît, qui est un jeune homme qui a son émission sur Twitch et qui cartonne avec des nombres de vues incroyables. Et le connaissant, moi, il m'a dit, il a fait 2 ans sur Énergie le week-end, une libre antenne sur Énergie le week-end, et il est parti, pas en claquant la porte, mais en partant en bon terme. Il m'a dit, moi, je ne veux plus faire de radio parce que sur Énergie, malgré que ce soit une libre antenne, on m'imposait des choses, on m'imposait beaucoup de choses. J'étais pas très très bien payé par rapport au fait que je faisais du national. Et aujourd'hui, là, sa boîte de prod... qu'il a vendu à Webedia, très cher. Qu'il a vendu mais malgré tout, il continue. Il continue, il doit être salarié de Webedia, j'imagine. Non, il est en freelance. Voilà, d'accord. Il a monté sa boîte et il avance. Et il m'a dit, moi, je ne veux plus faire de radio parce que sur Twitch, et c'est en rapport à ce que vous disiez, j'ai une liberté totale. Je peux dire tout ce que je ne pouvais pas dire sur Énergie. Je suis indépendant, je gagne ma vie, je gagne beaucoup d'argent et j'ai une liberté totale. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Ça, c'est un fait déjà, parce qu'il fait partie de ceux qui ont réussi à transformer l'essai, je dirais, et qui dominent le paysage aujourd'hui. Après, les lignes éditoriales des radios sont assez distinctes. La nôtre, elle est plutôt libre, je dirais. Et donc, j'aurais du mal à parler au nom des autres stations FM qui ont peut-être un contrôle beaucoup plus fort de leur antenne. En tout cas, un contrôle au sens l'absence de liberté liée aux animateurs, avec des consignes et tout. Bon, chez nous, il suffit d'écouter D-Full pour voir qu'il y a quand même une certaine liberté de ton. Sûr. Après, ça dépend de ce pourquoi tu fais un métier. Si tu as ton driver le plus fort, c'est d'avoir une totale liberté, pourquoi pas. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est le lien avec le public. Si toi, tu te sens en phase avec un public comme celui d'Énergie, c'est aussi une bonne raison d'y travailler. Enfin, je ne placerai pas la liberté au-dessus de tout, quoi. On fait comme ça pour les gens, en fait. Moi, je mettrais la liberté au-dessus de tout parce que je viens d'Internet. J'ai pas eu la chance de bosser dans les radios. J'ai bossé avec Radio, j'ai essayé de bosser avec Énergie, c'était compliqué. J'ai bossé avec Radio France, qui était une réussite, avec France Info. Mais la vérité, c'est que les contraintes étaient très compliquées pour peu de demandes. Mais la vérité, c'est que c'est la liberté et la communauté qui rendent la différence. Pourquoi les influenceurs aussi deviennent quasiment plus puissants que certaines marques à même échelle? C'est parce que quand ils parlent, les gens l'écoutent. Il y a les vrais key people aujourd'hui dans le monde, c'est les influenceurs. Alors il y a les bons et les mauvais côtés. Hein. On voit actuellement aux USA, c'est celui qui est élu, c'est un peu l'opposé. Mais aujourd'hui, c'est que un mec comme Domingo, ce qui aussi l'embêtait, je pense, c'est parce qu'il y a des pauses pubs assez régulières. Tu peux pas rythmer ton émission comme tu veux, et c'est pas lié uniquement à la radio, c'est aussi lié à la télé. C'est pas un problème son versus audio versus vidéo. Et c'est un problème de médias, c'est qu'aujourd'hui, ils ont tellement connu la liberté dans cette génération-là, avec Internet, avec Twitch et tout, que rentrer dans des cases qui les limitent pour faire des stats qui sont moins intéressants que sur Twitch et qui rapportent moins d'argent que Twitch, c'est un sujet. Et aujourd'hui, ce qui est la force aussi de Twitch, c'est que tu peux créer ton audience qui reste dans ta radio et créer une nouvelle audience sur des plateformes comme YouTube et Twitch, comme vous avez fait par exemple pour votre plateforme Snapchat, Twitch et compagnie. C'est juste comment tu arrives à les ramener, quoi. On a même commencé par YouTube en fait, hein, puisque pour ça, aujourd'hui on a une chaîne qui doit faire partie des plus grosses chaînes
française de marque en tout cas, puisqu'on a 6,6 millions d'abonnés sur notre principal et on en a 3-4 autres qui fonctionnent plutôt pas mal. On fait un direct quotidien aussi sur YouTube, sur lequel en fait on a commencé avec eux. Donc c'est eux qui sont venus nous chercher pour faire ça il y a 12 ans. Sur Twitch, on a beaucoup plus de difficultés parce que pour le coup, c'est un média qui au départ, en tout cas quand on l'a abordé la première fois, était vraiment très très jeux vidéo et que c'était pas au cœur de notre ADN à nous. Donc les programmes qui fonctionnaient, c'était quand même des programmes très chambre d'ado devant son truc. C'est toujours le cas, mais maintenant aujourd'hui c'est le talk show qui marche, enfin ou la discussion libre entre guillemets. Il suffit de voir Amine qui fait 90 000 viewers juste parce qu'il parle dans sa chambre entre guillemets de sujets un peu importants, parce qu'il a parlé même du procès d'Ultia, des choses comme ça, du microcosme. Donc pour moi, ça a changé. C'est juste que vous pourrez revenir associé à quelqu'un qui est lié à la plateforme et cartonner, par exemple. Et puis là, on a décidé, nous, de se lancer. En fait, on a lancé il y a quelques jours, mais de manière extrêmement discrète, un format quotidien sur Twitch, sur notre chaîne Twitch, avec un jeune homme qui a un peu de bouteille, en tout cas sur les réseaux et sur la vidéo. Et on lui laisse le champ totalement libre, le temps qu'il faudra pour qu'il puisse construire une audience. Voilà, on a commencé ça lundi dernier, et ça s'appelle Calé chez Thomas. C'est tous les jours de 18h à 19h30 sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne Twitch. Très bien, très bien. On a vu aussi d'ailleurs, si vous suivez un petit peu Twitch, il y a aussi Samuel Etienne, évidemment, grand... le cas d'école. Ouais, bien sûr, animateur radio et animateur télé, qui s'est lancé avec succès sur Twitch et qui a des millions d'abonnés et qui gagne beaucoup d'argent avec Twitch. Il a même acheté des studios pour produire ses émissions sur Twitch. Est-ce que vous pouvez me partager des exemples réussis d'adaptations multimédia qui marchent en radio et qui cartonnent en vidéo? Est-ce qu'il y a des sujets, des thématiques? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de sujet vidéo qui, ces dernières semaines, a trusté, a fait un carton? Alors moi, je vous ai parlé du docteur Kerziak. C'est aussi vrai sur une déclinaison d'une autre chronique, c'est les conseils du veto. C'est pas une nouveauté que tout ce qui touche au monde animal, que ce soit sur le vecteur de l'émotion du conseil, fonctionne extrêmement bien. Donc on a tout simplement démarré par une adaptation de la chronique où on voit le veto en situation qui délivre des conseils, et on a testé un nouveau format qui fonctionne déjà bien. C'est la première tentative où on le suit dans des consultations. Donc là, on va créer un petit peu plus d'affect. On le sort de son rôle purement serviciel conseil et on crée un personnage. Je pense que nous, le dénominateur commun à toutes nos vidéos, c'est générer de l'émotion, susciter une émotion. Donc tout ce qui va être aussi rencontre de personnalités ordinaires qui vivent des choses un peu plus extraordinaires. Donc le côté votre voisin qui a une passion insolite ou qui a vécu quelque chose, ça fonctionne extrêmement bien chez nous. Et tout ce qui est solidarité. Voilà, il y a quelqu'un dans une difficulté ou qui vit quelque chose. Et donc, c'est les valeurs de ici, en fait, qu'on retrouve très fort. Et c'est ça aussi que je voulais compléter par rapport à ce qui était dit auparavant. Nous, on a une cible de conquête et un public âgé en radio, populaire, rural et âgé. C'est un public auquel peu de médias s'intéressent, finalement. Et on a cette possibilité en tant que média de service public d'investir sur cette cible qui n'est pas une cible très prisée des publicitaires. On n'a pas cet enjeu-là. Et donc sur nos réseaux sociaux, on ne va pas faire un grand écart. Ça n'aurait pas de sens de s'éloigner totalement de la cible. Donc c'est pour ça qu'on a davantage investi des plateformes plus vieillissantes comme Facebook notamment. Et aussi parce qu'on a un enjeu de service public à aller parler à ces gens qu'on n'a pas réussi à capter sur la radio, qui ne sont pas allés sur la radio parlée après la radio musicale, ou qui ne sont même pas passés par les musicales adultes, et qu'on retrouve sur Facebook, parce qu'on a des valeurs communes. Donc pour répondre à ta question, voilà, tout ce qui est autour de générer, susciter une émotion, c'est ce qui fonctionne très bien chez nous. Moi j'ai un exemple qu'on a fait avec France Info. À Radio France, en gros, on a une émission de jeu de rôle qu'on crée sur Twitch en partenariat avec Mister MV et Fibrotti, qui sont deux gros créateurs Twitch, qui s'appelle Game of Roll. Et on a fait Game of Roll les 2 tours, qui était un jeu de rôle dans les studios de France Info avec Clément Viktorovitch pour simuler les élections françaises, avec mettre les joueurs dans un premier tour, deuxième tour, pour voir quelles absurdités on va dire. Est-ce que c'était pire qu'à l'époque, je crois que c'était 2017
7. Donc en gros, l'idée de ça, c'était qu'on voulait avoir un lieu d'écoute, un lieu de création qui était neutre. Donc on allait voir la maison de la radio et on est allé voir à l'époque le président de France Info, et il nous a dit, moi je comprends rien ce que vous faites, mais ça a l'air incroyable, venez, vous avez besoin de quoi? On a dit, j'ai juste besoin de votre plateau, on veut même pas que vous payiez, on veut juste avoir accès à un plateau qui est digne de la radio. Et en gros, la seule condition que vous avez dit, elle dit, ça peut pas être chez nous parce que la ligne édito est trop compliquée, on va le faire chez Clément Viktorovitch. Donc c'est comme ça que c'est lancé sur Twitch, parce qu'au départ il n'avait pas prévu de se lancer sur Twitch, et en fait on a fait des émissions qui ont fait 15, 20 000, 30 000 viewers en cumulé pendant 3h30. Et ça a fait 50, 100 000, 1 million sur YouTube, sur une chaîne qui avait 50 000 abonnés, parce que vraiment Clément à l'époque n'était pas très gros. Et en gros, on a réussi à faire ça grâce au fait que une radio avait pris un risque de nous laisser en studio. Et le plus compliqué, ça a été les employés, enfin les ingé son et les réalisateurs, parce qu'ils ont l'habitude de bosser 45 minutes en radio. On leur dit ça va être 3h30. On avait 7 ingé son, 7 réalisateurs. Et à la dernière mission, ils ont fait un Shifumi pour rester 3h30 chacun. Bon, les mecs des syndicats, ils étaient en mode c'est pas possible, les gars, demandez-leur, c'est pas grave. Et en gros, c'était une super expérience et ça a été un très gros succès, un truc qu'on refera sûrement pour les prochaines élections, on fera peut-être avec France Info aussi. Et c'était un truc qui montait les deux mondes et le meilleur des deux mondes, parce qu'en plus on avait Jules Dequisse dedans qui débunkait toutes les absurdités que les faux candidats disaient. Donc on a eu des trucs à propos des migrants, des choses, des sujets très forts pour montrer aux gens que en fait, c'est pas forcément un combat de celui qui parle le plus fort, mais il faut parler aussi du programme ou des choses comme ça. Et ça a été un gros succès. C'est un truc si on pouvait le refaire, on le referait, je pense. Autre question, comment vos salariés réagissent quand vous leur dites maintenant il faut faire des vidéos, que ce soit les animateurs à la radio, à Skyrock, à ici, ou les journalistes, parce qu'à la base, si on revient en arrière, la radio, c'est un métier timide, c'est un métier de gens qui sont dans une pièce et devant un micro et qui parlent à leur micro. Alors évidemment, il y a des invités aussi, notamment sur ici beaucoup et sur Skyrock chez Diffoul, mais quand même, c'est un métier timide. Comment ça se passe? Vous les formez, vos journalistes animateurs, au code de TikTok, par exemple, ou d'autres réseaux? Alors en ce qui concerne ici, on a soit donc on a une tête de réseau, puis ensuite on a évidemment les stations locales. Les têtes de réseau, c'est des chroniqueurs dont certains sont déjà habitués à la télé, donc finalement un petit peu de coaching sur la réécriture. C'est surtout ça c'est pas le plus compliqué, mais en tout cas le sujet sur lequel on entre avec eux, c'est tu vas pas juste lire ce que tu as fait pour la radio, il faut retravailler l'accroche, voilà. Donc c'est plutôt du travail d'écriture, mais assez vite ils sont à l'aise devant la caméra. Avec les animateurs de stations locales, moi je te dirais, ça rejoint ce qu'on se disait sur la liberté et la créativité, ça peut régénérer certains d'entre eux qui ont fini par prendre un peu des gimmicks, des habitudes dans l'écriture radio qui sont un peu endormis, et ça leur donne une nouvelle opportunité de travailler différemment. Je pense notamment à ce qu'on est en train de développer sur pas mal de langues régionales. On a le mot en ch'ti, le petit cours de breton. Et au début, ils étaient hyper raides devant la caméra, pas très funky. Et en fait, ils finissent par s'amuser parce qu'ils savent qu'on va rajouter de la création visuelle. Enfin voilà, ça leur permet de sortir de ce rôle-là. Et sur la question de la formation, on forme d'abord beaucoup les techniciens au montage. C'est eux qui sont au montage. Et après, c'est plutôt de l'accompagnement. Mais de manière générale, on est staffé au sein de la direction numérique pour faire de une sorte de boîte de formation continue ici, où depuis 10 ans, en fait, que le réseau a basculé dans le numérique. On a des coordinateurs, on a des experts métiers qui vont dans les stations locales et qui font du coaching, quoi. Franck, vous voulez réagir justement à ce qu'elle a dit? Nous, la plupart des animateurs baignent dans cet univers-là, donc on n'a pas vraiment besoin de les former. En revanche, on a été obligé de constituer des équipes pour les accompagner, notamment en vidéo. Donc on a maintenant plus de cadreurs monteurs que de codeurs, alors qu'au digital, on était quand même d'abord équipé en codeurs. Donc plus les standardistes, par exemple, sont devenus des CM standardistes. Ils font à la fois le travail de standard, mais aussi ils utilisent l'ensemble des réseaux. Pas tous pour toutes les émissions, ça dépend aussi des affinités avec les publics, ça dépend aussi de l'usage qu'ils font des réseaux, que ce soit pour aller
ramener du contenu, par exemple pour les dédicaces, un des trucs, un des éléments clés, c'est d'aller choper du contenu en vidéo des personnes qu'on veut dédicacer. Enfin, chaque émission avec son ADN et son positionnement et surtout les capacités de son animateur se sont lancés dans l'aventure. Là où c'est le plus compliqué pour nous, c'est tout ce qui est libre antenne, parce que par définition, là, on est vraiment dans une émission de pure talk, pure radio, où c'est un échange entre 5 personnes, des auditeurs, et la visualisation de ça, telle qu'elle, n'a pas beaucoup de sens, n'est pas beaucoup d'intérêt. En revanche, on voit que l'audio performe énormément. Hein. Les émissions de radio libre en termes de podcast, ça marche vraiment très très fort. Autant il y a une résistance à l'image, je dirais, de la part des personnels, des gens qui animent ces émissions, parce qu'ils sont dans leur univers vraiment 100% audio. On a trouvé quelques moyens de pallier ça, notamment là ce qu'on vient de lancer depuis septembre avec les émissions de D-Full, c'est qu'on on sélectionne des contenus audio et on les anime en fait. Donc on a maintenant un type qui crée des animes sur les contenus et qui fait du podcast en anime. Et pour le coup, ça démarre plutôt pas mal. Donc chaque type de contenu, chaque type d'écoute a besoin d'avoir une attitude et une attention particulière, parce que tant que les équipes elles-mêmes n'y adhèrent pas ou ne sont pas pleinement concernées par le truc, on ne peut pas plaquer des règles qui soient les mêmes pour tous. Il faut vraiment que chacun puisse déterminer son chemin. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans des environnements hyper concurrentiels avec des créateurs de contenu, tu en parlais, qui ont atteint un niveau d'expertise, de compétences très élevé. Et donc, on ne peut pas simplement considérer que ça va de soi, quoi. On doit être aussi hyper exigeant avec les contenus qu'on distribue, parce que sinon, on se casse la gueule, on ne trouve pas les publics. Donc, voilà, on ne peut pas juste se dire on a une marque média forte, on existe auprès du public depuis 50, 60 ans, ça ne suffit pas. Il faut qu'on soit hyper conscient de ces nouveaux acteurs qui sont arrivés et qui ont bousculé les codes, quoi. Ça, on le dit beaucoup à nos équipes. Ouais. L'heure tourne vite, hein, c'est dommage. Moi, j'aimerais rester avec vous trois encore 30 à 40 minutes, mais le programme va suivre. Pour terminer, ce sera ma dernière question, et puis je vous laisserai vous balader dans le salon. Le mot de la fin pour chacun, sur le sujet toujours de notre conférence. On commence par Frédéric. Le mot de la fin, c'est que je pense que les univers sont complémentaires et qu'aujourd'hui, c'est juste un problème de qu'est-ce que tu produis comme contenu et avec qui et comment. Et aujourd'hui, en gros, il y a une vraie réflexion aussi sur la prise de risque sur les médias français. Il n'y a pas que la radio. Aujourd'hui, ils se font un peu naturellement, on va dire, bouffer par les créateurs de contenu, parce que justement, eux, ils incarnent facilement avec beaucoup moins de contraintes et beaucoup moins de structure. Et que la nouvelle génération est un vrai challenge. C'est qu'aujourd'hui, la télé, la radio, ça parle plus à grand monde, pas grand monde, on va dire dans les très jeunes, et même jusqu'aux 40 ans, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné ça hors le sport ou leurs émissions favorites. Et que c'est pas la vidéo versus la radio, c'est le contenu, comment tu le fais et pour qui tu le fais. Ce qui fonctionne avec ce que tu dis. Moi, je redirais la fidélité à ces valeurs, à ces marqueurs forts médias, parce que c'est un pacte de confiance avec les publics. Donc, quand on investit une nouvelle plateforme, c'est repartir de son ADN et ensuite trouver le juste équilibre entre jouer avec les règles du jeu. De toute façon, on n'a pas le choix avec les GAFA. On rentre dans leur écosystème, donc faut bien comprendre les règles. Donc, être hyper agile et observateur des usages, parce que sinon, on perd de l'avance par rapport aux usages. Donc, fidélité à ces valeurs et être hyper agile, hyper observateur pour jouer avec les codes, tout en restant vraiment très rigoureux, très exigeant. Nous, en tant que médias, notamment sur toute la partie info, on n'en a pas du tout parlé, mais ici, c'est aussi 50 millions de visites par mois sur les articles d'actualité, certification l'info. Voilà, on ne transige pas sur les valeurs de base d'une marque média. Bien. Non plus, on ne transige pas, mais c'est peut-être pas exactement les mêmes valeurs. Et il se trouve que les valeurs fondatrices de Skyrock, elles sont au cœur du monde actuel. Que ce soit la musique urbaine qui domine de la tête et des épaules le streaming audio, ou même, je dirais, dans le sens large, la liberté d'expression, ou en tout cas la possibilité de s'exprimer et d'être entendu sur l'antenne. C'est le cœur de notre ADN. Donc on est vraiment plutôt à l'aise sur les médias digitaux. Et nous, on continue de se déployer. On vient tardivement sur Twitch, mais notre idée, c'est vraiment d'aller attaquer
toutes les plateformes avec les codes des plateformes et de donner une représentation à ce public qui soit celle qu'ils attendent et non pas celle que nous, on souhaiterait leur projeter. Mais en restant fidèle à ces deux éléments clés qui sont musique urbaine et liberté d'expression. Très bien, merci Franck. Skyrock, toujours première radio mondiale. Merci à vous trois. Ici aussi, qui a un maillage de radio locale exceptionnel, vraiment. Et puis il y a du monde dans les stations. Ils font du bon boulot. Donc bravo à vous trois, en tout cas, de votre engagement. Merci. On va passer à la suite.